Suite de la semaine de l'écho. Après des mois d'escalade, les deux premières puissances économiques de la planète ont convenu d'une trêve début décembre pour laisser une chance à la négociation. La guerre commerciale sino-américaine est-elle pour autant finie? Quelles sont ses conséquences sur l'économie mondiale? Et puis au Royaume-Uni, c'est donc en janvier que devrait se jouer l'avenir de la relation entre Londres et Bruxelles. L'accord de sortie conclu par Theresa May sera voté par le Parlement britannique le 14 janvier prochain. Deal or no deal, telle est la question. 2019, année de tous les risques. On en parle avec mes invités, Philippe Lenschener, publicitaire et président de l'agence Reputation Age, Pierre Larouturou, économiste et co-auteur de Finance Climat, réveillez-vous, Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes et président du mouvement européen. Bonjour. Le 5 décembre dernier, Pékin et Washington se sont accordés un délai de 90 jours pour sortir du conflit. Pékin suspendra le 1er janvier les surtaxes douanières imposées aux voitures américaines. Yves Bertoncini, faut-il y voir un signe d'apaisement ou est-ce que la stratégie du poing sur la table de Donald Trump a fini par payer ? Il y a une part de stratégie, et en même temps, l'apaisement avec Donald Trump, souvent, est assez temporaire, il est assez dur à suivre. Son ministre de la Défense l'a quitté. Oui, assez imprévisible. Voilà, donc en même temps, il y a une logique qui est qu'il s'est voulu le héros des perdants de la mondialisation, de l'ouverture commerciale américaine qui rapporte à ce pays, mais qui fait des dégâts d'autant plus forts que le système de protection sociale américain est quand même vraiment assez lacunaire, hein, si on le compare à ce qui existe en Europe. Et donc, il est dans une forme de logique. Et comme c'est un homme qui calcule pour sa réélection, qu'il sait très bien que sa réélection dépend de quelques États clés qui, effectivement, contiennent des industries, des secteurs qui souffrent de la mondialisation, il peut très bien avoir intérêt à maintenir cette croisade anti-chinoise pendant les 2 prochaines années avec des à-coups. Et c'est la même chose pour ce qu'il fait vis-à-vis de l'Europe, d'ailleurs. Je vous voyais réagir. Est-ce qu'il faut... Non, je suis d'accord, surtout que les Chinois, contrairement à ce qu'on pense, ont besoin des Américains. C'est-à-dire que les Chinois, faut comprendre un truc, ils importent 64% de leur énergie. Et les Chinois, au fil des siècles, leurs amis et leurs voisins ne leur font pas confiance. Donc, ils ont besoin des bases américaines de la péninsule. C'est du donc, pragmatisme. de toute façon, les Chinois ne veulent pas se fâcher. La seule chose, c'est que Trump voulait un rôle asiatique pour la Chine, et la Chine veut vendre Huawei là où on achète des iPhones. Donc, ça tape un peu. Justement, avec l'arrestation à Vancouver le 1er décembre de la directrice financière, vous l'avez dit, du géant télécom Huawei, et celle aux États-Unis de 2 ressortissants chinois suspectés de piratage économique, je vous propose d'écouter ces réactions à la fois du directeur du FBI et du ministre de la Justice américaine. Écoutez. En 2015, la Chine a promis d'arrêter de voler des secrets commerciaux et d'autres informations commerciales confidentielles par piratage informatique. Mais l'activité inscrite dans l'acte d'accusation viole l'engagement pris par la Chine. Aucun pays ne représente une menace aussi lourde et sur un temps aussi long pour notre économie et nos cyberinfrastructures que la Chine. C'était le ministre adjoint de la justice américaine. Pierre Larouturou, est-ce que cette guerre commerciale, finalement, elle se déplace sur le terrain de l'espionnage ? Il y a ça, mais c'est seulement un des risques pour l'économie mondiale. On pourrait parler aussi du niveau de spéculation qu'on n'a jamais vu. En 2008, quand la crise financière a commencé, le Dow Jones, les marchés financiers étaient à 14 000 points. Maintenant, ils sont à 26 000 points aux États-Unis. Et le dernier rapport du FMI montre qu'on n'a en gros rien réglé depuis 2008. On n'a jamais vu autant de spéculation et on n'a jamais vu autant de dettes totales et dettes privées aux États-Unis, en Europe, en Chine. Donc le FMI nous dit qu'on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière qui pourrait être beaucoup plus grave qu'en 2008. Donc c'est assez troublant de voir qu'on n'en parle pas au G20, on n'en parle pas au niveau du Conseil européen, mais que autant en 2005, on n'était pas très nombreux à annoncer qu'on allait vers une crise, autant maintenant, c'est tous les mois que le FMI, la Banque mondiale ou l'IIF, qui regroupe 600 banques, nous disent qu'on joue avec le feu et que ça peut péter n'importe quand. Et donc ça veut dire que, et même avant même que ça pète, l'Allemagne vient de diviser par 2 ses prévisions de croissance pour l'année prochaine, seulement 1,1, le consensus pour l'Allemagne. Je dis ça parce qu'on nous explique en France que c'est à cause des gilets jaunes que la croissance a ralenti. Il se trouve que l'Allemagne vient de diviser par 2 sa prévision et qu'en Chine, pour la première fois depuis 30 ans, les ventes de voitures reculent. Donc ça veut dire qu'on est au bout d'un cycle, on est au bout d'un cycle et malgré 2008, on n'a rien fait, on a continué à toujours plus de dettes, et il y a un moment où tout ça peut s'effondrer. Donc le plus probable, c'est un très très fort ralentissement et n'importe quand, une crise financière. Beaucoup de gens pensaient qu'elle serait en 2018, elle peut être en 2019, elle peut être en 2020, mais il faut qu'on l'intègre absolument dans notre façon de voir. Vous partagez cette analyse ? Et surtout que sous couvert
de défendre les classes populaires, Donald Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a tout redérégulé. Tout redérégulé. Il y avait quand même eu quelques leçons tirées de la crise financière dans le cadre du G20, G7, au niveau européen. Michel Barnier, notamment, avait essayé de faire passer, alors il parle toujours de ces 41 textes, etc., y compris un qui limitait les bonus et qui n'a pas plu du tout à une partie de la City de Londres. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump est arrivé au pouvoir et a tout relâché. Donc, en effet, il y a un risque de crise financière à l'horizon. C'est cyclique, mais je dirais que parfois, elles sont favorisées. Moi, je crains les conséquences des décisions liées à Donald Trump. Pour ce qui est de l'Europe, bon, vous en avez parlé, le Brexit doit On va en parler. Et ça aussi, c'est évidemment un risque disruptif selon la façon dont il sera conduit dans l'ordre ou alors dans la pagaille. Bon, alors précisément, sur le Brexit, Theresa May, on l'a dit, a conclu mi-novembre un accord de sortie avec les 27 de l'Union européenne, mais elle a repoussé le vote de ce texte par le Parlement britannique au 14 janvier prochain. Son gouvernement a approuvé le déblocage de 2 milliards de livres pour se préparer à une sortie brutale de l'Union européenne. Comment interprétez-vous la stratégie du Premier ministre britannique ? Je ne sais pas comment moi je l'interprète très sincèrement, parce que tout est tellement imprévisible. Je trouve qu'on est dans un monde là où Trump, l'unité de l'Espagne, l'Italie, le Brésil, ça devient vraiment un truc fou. En ce qui concerne le Brexit, ce que je pense, c'est qu'il lui faut un accord, quel qu'il soit, et vite. Et là où ça devient difficile, c'est que l'accord est plus important que le contenu de l'accord. Pourquoi ? Parce qu'il faut être très très concret. En Europe, s'il n'y a pas d'accord demain, ça veut donc dire que l'ensemble des marchandises qui arrivent dans un port français doivent être contrôlées. Il faut qu'on se rende bien compte de ce que cela veut dire. Ah, mais ensuite, non, mais ça veut dire un engorgement également incroyable. Ensuite, soyons très très concrets à nouveau. L'industrie automobile est intégrée. Nous fabriquons un certain type de choses dans nos voitures. Ils ont des composants, ils les assemblent, ils reviennent. Ce ne sera pas possible. Nous ne pourrons plus avoir ces composants, car ils ne répondront pas à nos normes. Enfin, dernièrement, les marchés financiers, les transactions seront impossibles. Il suffit que n'importe qui demande un virement bancaire d'un pays qui soit un peu exotique et qui soit en dehors de l'Europe. Votre banque vous appelle, elle vous demande d'où viennent les fonds, etc., etc. La paralysie va être absolue. Donc aujourd'hui, le sujet de Theresa May, c'est un accord, quel que soit l'accord, vite. D'autant plus que les chiffres qu'elle a en sa possession et que nous avons tous montrent qu'au pire, c'est 0,4 de chômage en plus. Ça coûtera cher à l'économie. Justement, ce n'est pas fait. Comment interpréter cette position extrême de la frange on va dire, la plus dure des touristes, des conservateurs, lorsque l'on sait qu'un Brexit avec ou sans accord, ou même avec accord, coûtera cher à l'économie? Il y a au moins deux interprétations. Il y a une interprétation idéologique, c'est-à-dire qu'une partie des Britanniques pense que leur avenir, c'est le grand large, c'est classique. Il faut aller faire du business avec les pays émergents, la Chine, Singapour, et qu'au fond, l'Union européenne ressemble à l'Union soviétique et les protectionnistes. Pourtant, ils échangent énormément avec l'Union européenne, c'est leur premier partenaire naturellement, commercial. Mais vous avez ce mythe de substitution pour les Britanniques. On peut repartir à la conquête du monde. Voilà. Mais évidemment, ça, c'est l'idéologie. Et puis ensuite, il y a des arrière-pensées politiciennes. Il y a ce qui se solde sous nos yeux, c'est une lutte de pouvoir à l'intérieur du Parti conservateur pour le leadership. David Cameron est tombé là-dessus. Theresa May a ramassé ce qu'elle pouvait ramasser. Et sa difficulté maintenant, c'est qu'au fond, il n'y a pas qu'un Brexit. Il y en a deux. Il y a ce Brexit-là, qui est un Brexit, on va dire, libéral. En français, on dirait même ultra-libéral. Et puis, il y avait quand même dans le vote du Brexit, un Brexit beaucoup plus protectionniste, beaucoup plus populaire. Il y a beaucoup d'Anglais, de Britanniques, qui ont voté pour qu'il y ait moins de main-d'œuvre polonaise, européenne qui viennent, moins d'immigrés. C'était pas un vote. Plus d'argent pour les retraites. Très libéral. C'était un vote plutôt. Qui expliquait qu'il y aurait des centaines de millions en plus pour les retraites et qui, le lendemain, a dit qu'il avait menti. Du coup, c'était un vote plutôt social. Et du coup, déjà, concilier ça pour Theresa May, ce n'est pas facile. Et donc, sa stratégie, c'est la stratégie du bord du gouffre. C'est-à-dire que c'est le chicken run. On y approche, on approche, on approche. Qui va sauter en dernier de la voiture? Les Européens, pour l'instant, disent écoutez, nous, on sautera pas de la voiture. C'est vous qui avez voulu partir. Elle essaye de voter le 14 janvier, de faire voter. La date ultime pour voter, c'est le 21. Donc, je crois qu'elle s'y prendra peut-être même à 2 fois. Mais que ce qui va être déterminant, c'est cette peur du vide. Le 29 mars qui est la date butoir. Pierre Larouturou, on l'entendait dans ce vote des Britanniques. Est-ce qu'on peut voir un parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes en France?
Oui, sans doute, il y a une souffrance de beaucoup de gens. Il y a les retraites qui ne sont pas suffisantes. Je me souviens, une des raisons pour lesquelles le Brexit a gagné, c'est que, j'ai oublié son nom, je suis fatigué, avait fait le tour de toutes les petites villes en expliquant qu'il y aurait des centaines de millions pour les retraites. Voilà. Et dès le lendemain, il a dit qu'il s'était trompé. Un énorme mensonge. Donc la question de... Oui, il y a en France comme en Grande-Bretagne, 40% des gens qui sont dans le rouge tous les mois, qui s'engueulent, et puis 20% qui sont vraiment dans une situation compliquée où chaque dépense fait des tensions dans la famille. Oui, il y a des gens qui tombent au chômage en fin de droit, en France, comme en Allemagne, comme en Italie. Est-ce que l'Europe peut trouver une solution? Oui, mais l'Europe, attendez, il y a deux choses. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ça peut faire écho à ce qui se passait aux États-Unis. Crise financière. Système de protection sociale vraiment pas très sophistiqué aux États-Unis, pas tellement sophistiqué non plus au Royaume-Uni, moins qu'en France en tout cas. Une souffrance, des coupes budgétaires qui ont été imposées par Cameron, Osborne, pas parce que Bruxelles leur a demandé, parce qu'ils ne sont pas dans l'euro, ils l'ont fait en conscience. Et donc, il y a eu une colère populaire d'autant plus vive, même si elle n'est pas unique. Maintenant que ce vote a débouché sur une volonté de partir, que peut faire l'Union européenne? Organiser la sortie. Il y a eu des négociations. Maintenant, il y a un accord de retrait. Il faut le ratifier. Il y a surtout une période de transition. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce vote est déterminant. Parce qu'au fond, ça va être un Brexit institutionnel, c'est-à-dire qu'ils sortent des institutions. Mais jusqu'à fin 2020, il ne se passerait rien. Ils continueraient à respecter nos normes. Et donc, il n'y aurait pas tous ces effets catastrophiques que vous venez de mentionner. Mais maintenant, dernière chose... La chose la plus difficile, c'est de négocier la suite, la relation future. Alors, surtout d'inventer un nouveau modèle. Le plus important pour l'Europe, c'est d'inventer un nouveau modèle qui corresponde à ses valeurs. La sortie de l'Angleterre, c'est une des conséquences d'un dysfonctionnement, mais tous les peuples, je pense, aspirent. Voilà, l'Europe, c'est d'abord des valeurs, et si on est capable de... Alors, un nouveau modèle, juste pour le mot de la fin, Philippe Lachener, on vous écoute. Non, vous avez un souhait pour 2019? C'est pas un souhait, c'est que pour le Brexit, excusez-moi parce que j'avais ça en tête, faisons attention à ne pas être trop un tropisme européen, eurocentré. Ces gens-là ont le Commonwealth, la pire de leurs études et de leurs prévisions de croissance donne un 9, on serait content de l'avoir. Attention, le pire n'est pas sûr. Le pire n'est pas sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir participé, de vous être prêté à ce jeu du bilan et perspectives. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Farah Bouchrak et à la régie, bien sûr, de m'avoir aidé à préparer cette émission. L'information continue sur France 24. Allô? Carole, c'est ton estomac à l'appareil? Oui, ton estomac. Non mais t'as bien mangé, là j'en peux plus. Ah bah voilà, Saint-Yor. Pour digérer, il faut de l'eau minérale. Et Saint-Yor est une eau minérale naturellement riche en minéraux. Ah, Saint-Yor. Avec Saint-Yor, ça va fort. Très fort. Bonjour à toutes et à tous. 2018 a été une forte année de mobilisation autour des droits des femmes. Qu'en sera-t-il en 2019? C'est le thème de ce numéro spécial d'Actuel depuis New York. Actuel, présenté par Virginie Hertz, à voir sur France 24 et france24.com.